Merci de suivre les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans votre émission Actu en 7. Pour cette semaine, nous recevons Mame Gor Ngom. Il est rédacteur en chef du journal La Tribune. Bonjour, Mame Gor. Bonjour, Thomas. Nous recevons également Sambou Biagui, journaliste à LCS et également à Dernière Minute. Bonjour, Sambou. Bonjour. Pour dire le moins, bien sûr. Merci. Alors, nous rentrons dans cette Actu en 7 en nous intéressant à l'un des faits saillants de l'actualité de la semaine écoulée. C'est cette conférence de presse du procureur Serigne Bassirou Gueye et la réaction des avocats de la dame Aïda Ndiong qui n'a pas tardé. Nous allons écouter successivement, d'une part, le procureur Serigne Bassirou Gueye, juste après, l'un des membres du pool d'avocats d'Aïda Ndiong, Souleymane Ndéné Ndiaye. Nous écoutons tout cela et nous revenons juste après. Magnéto. À la date du 16 janvier, donc hier, un montant de 8 milliards a été trouvé dans une institution de la banque, une institution financière de la banque. Des bijoux d'une valeur estimative de 12 milliards ont été aussi retrouvés. 250 000 euros ont été retrouvés dans une enveloppe, dans un coffre du appartement. 20 000 $ aussi, et des bijoux d'une valeur de 600 millions. En résumé, l'estimation provisoire des biens retrouvés se chiffre à 47 milliards 675 millions. Monsieur le procureur, le 14 janvier, en divulguant des éléments contenus dans un dossier à l'information, viole les propres textes qui régissent sa profession. Madame Aïda Ndiong a décidé de porter plainte contre Monsieur Serigne Bassirou Gueye qui a violé à la fois les textes qui organisent sa profession, mais aussi les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et du Code pénal. Le procureur de la République a estimé à plus de 47 milliards les avoirs de Aïda Ndiong. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye et compagnie portent en touche ses propos qualifiés de faux. Il regrette également la volonté de Serigne Bassirou Gueye de livrer Aïda Ndiong à la vindicte populaire. Comme ça, simplement, le procureur a-t-il trop parlé? Permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et dire bonjour à tous les téléspectateurs de Walf TV. Pour répondre à votre question, je pense sincèrement que d'abord c'est un dossier devant la justice. Je n'aimerais pas trop me prononcer là-dessus, mais ce qui est constant, c'est que je suis partiellement d'accord avec Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre du Sénégal, qui dit que le procureur est allé trop loin dans ce dossier. Étant donné que c'est un dossier en instruction, je pense, à mon humble avis, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je pense que la justice aurait dû aller jusqu'au bout de cette affaire et laisser l'instruction se poursuivre jusqu'à avoir justement certains, en tout cas la preuve de ces allégations. Mais moi, ce qui m'intrigue dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression que le procureur lui-même n'a pas préparé sa sortie. Ou alors la sortie a été faite d'une manière très rapide, pour en tout cas, entre guillemets, grillée du PDS. Parce que au cours de sa conférence de presse, il a dit ce matin des dossiers, ça veut dire que la conférence de presse c'était prévu à 10 h. Quand il dit ce matin, ça veut dire qu'il y a des dossiers qui ont été retrouvés le même jour. Est-ce qu'il a eu le temps de tout vérifier avant de venir à la conférence de presse? Ça me paraît un peu bizarre. Hein? Autre chose également, je pense que le procureur peut-être devrait attendre un tout petit peu jusqu'à avoir tous les éléments nécessaires dans cette affaire et maintenant faire face à la presse. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas pourquoi cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'on vise? Est-ce que c'est pour éclairer les Sénégalais sur ce qu'ils ont retrouvé qui paraît colossal, ou alors
il a été téléguidé par le pouvoir actuel pour justement évoquer une affaire qui est pendante devant la justice. Donc voilà, moi, des questions que je me pose sur cette affaire. Bon, merci Thomas. Bon, je remercie les téléspectateurs. Bon, je pense que, comme l'a dit Sambou, moi je dis que le procureur comme les avocats sont dans leurs éléments. Parce que le procureur, dans tous les pays du monde, on voit des procureurs faire des conférences de presse. Bon, récemment, avec l'affaire Cheikh Béthio Thioune, l'affaire Médinatoul Salam, on a vu que le procureur de Thiès a organisé une conférence de presse. Peut-être c'est bon quand le procureur, c'est le parquet, quand le procureur organise une conférence de presse, il a certainement l'aval du ministère public. Ça, c'est évident, c'est une évidence. Bon, le procureur a le droit, je pense, de faire une conférence de presse et de donner des éléments. Parce que le procureur, c'est quelqu'un qui charge. Son rôle, est de charger. Bon, ça c'est son rôle. Mais peut-être il est parti trop loin dans ce dossier, comme l'ont dit aussi les avocats. Parce que je pense que ce n'était pas la peine d'insister sur certaines choses, de faire des estimations, de dire que Aïda Ndiongue pourrait nourrir 3 jours tous les Sénégalais. Je pense que ça, c'est une forme de communication qui appelle, qui montre que bon, les avocats disent à juste raison peut-être que le procureur s'acharne sur leur cliente, la jette à la vindicte populaire comme ils le disent. Je pense que ce n'était pas la peine d'insister sur certaines choses. Bon, il fallait juste faire sa conférence de presse, ne pas insister. Bon, 47 milliards déjà, c'est gros, c'est grotesque même on dirait, mais ce n'était pas la peine d'insister sur certaines choses. Mais ce que je retiens, c'est que dans toutes les démocraties, dans tous les pays du monde, le procureur a le droit de faire une conférence de presse parce que ce n'est pas encore en instruction, parce que c'est le juge d'instruction. Bon, je ne fais pas du juridisme, mais c'est le juge d'instruction qui instruit le dossier, pour ne pas me répéter. Donc je pense que le procureur, lui, il a le droit, il a les possibilités de faire une conférence de presse et de donner certains éléments du dossier quand c'est nécessaire. Bon, mais ce n'était pas la peine, franchement, d'insister sur certaines choses. Ça montre, il donne raison à ceux qui pensent que c'est de l'acharnement et de l'acharnement inutile. Oui, c'est justement par rapport à ça que j'ai beaucoup insisté sur sa conférence, sur la manière de la tenue de la conférence de presse. Mais a priori, les estimations justement faites s'attendraient plutôt à confirmer que là, ça a été préparé. Nourrir tous les Sénégalais pendant un certain nombre de jours? Je ne pense pas, parce que quand même, nous sommes dans un dossier judiciaire, c'est très sensible, ça demande du temps. Quand il vient me dire aux journalistes ce matin, ça veut dire que ce dossier de ce matin-là n'a pas été du tout préparé. C'est ça, moi, mon problème. Mon problème, ce n'est pas les dossiers d'hier ou d'avant-hier, mais par exemple, dans sa conférence, quand il dit ce matin, nous avons découvert des bijoux dans telle banque ou tel lieu, moi personnellement, en tant que Sénégalais lambda, je ne suis pas juriste, je l'ai dit tout à l'heure, ça me pose problème. Et ça renvoie à ce qu'on appelle de l'acharnement. Comme l'a dit Mamgour, il a beaucoup insisté sur la manière dont cet argent aurait utilisé. Quand il parle de bijoux, le nombre de kilogrammes, l'argent retrouvé, et par détail, et par jour dont cet argent a été récupéré, j'ai l'impression, moi, que voilà, ce n'est pas seulement une question judiciaire qui est derrière cette affaire, mais effectivement, comme l'ont dit les avocats, il y a une question politique, politicienne derrière cette affaire. Voilà. Mamgour, justement, sur le site internet des médias ActuSen, vous avez relevé, en quelque sorte, vous et vos collègues, avez relevé que le procureur, à aucun moment, n'a dit que cette fortune n'était acquise de manière illicite. Donc, est-ce que justement on n'est pas, c'est-à-dire le fait qu'il ait communiqué dessus, on n'est pas véritablement dans un lynchage pur et simple? Oui, je pense que nous, on a eu à le souligner. Je pense que c'est une boîte de Pandore que le procureur a ouverte. Parce que dire que une telle a une telle somme, qui a des milliards, de dire ça comme ça, je pense que on a dit ça d'Aïda Ndiongue. Les gens ont été vraiment émus.
et ont été vraiment éblouis par cette fortune. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le dire pour d'autres personnes? On pourrait dire peut-être pour des gens qui, parce que Aïda Ndiongue, si Aïda Ndiongue parvient, supposons qu'Aïda Ndiongue parvienne à avoir 47 milliards de francs CFA comme fortune, mais les décideurs qui lui donnaient les marchés, quelle est la teneur de leur fortune? Ça, c'est une question à se poser. Bon, on a dit récemment, un journal l'a dit, que Aïda Ndiongue va vers la CREI, c'est la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Bon, ça, c'est une boîte de Pandore, comme on le dit. Est-ce qu'on ne pouvait pas rattraper d'autres personnes qui sont immensément riches? On ne connaît pas la provenance et on les présente devant la CREI. Je pense que ça, c'est un précédent à la limite dangereux, sur qui il faut réfléchir. Il faut y réfléchir. Parce que, bon, il y a des gens tellement riches. Même il y a des immeubles partout à Dakar. Il y a des gens qui sont riches, mais qui ne sont même pas connus. Qui ont des fortunes, qui ont beaucoup d'argent. Mais est-ce que le procureur pourrait venir pour dire, bon, on me dirait qu'ils n'ont pas à gérer les deniers publics, mais donc est-ce que être riche c'est un crime? Justement. Est-ce que les gens n'ont pas le droit d'être riches? Parce que depuis très longtemps, les plus grands riches du Sénégal, ils ne travaillent même pas au gouvernement. On connaît Ndiouga Kébé, on connaît les Djily Mbaye, ils ne connaissaient même pas l'État. Ils étaient à la limite des self-made men. Donc c'est un précédent qui peut être dangereux. Ça peut apeurer beaucoup de personnes, surtout des gens qui ont une fortune, qui ont gagné de manière licite leur fortune. Un procureur vient là-bas pour dire que tel a une... Bon, dans la mesure où le procureur même, il dit que ce qu'il dit, la fortune d'Aïda Ndiongue, ça n'a rien à voir avec les produits phytosanitaires du plan Diokhaya qui ont valu à cette dame-là d'être emprisonnée. Donc les 5 milliards, on la poursuit pour 5 milliards. Le procureur vient pour dire que les 47 milliards, ça n'a rien à voir avec les 5 milliards qui lui ont valu son incarcération. Oui, mais ce qui est important dans ce qu'il vient de souligner, c'est que le procureur, effectivement, jusqu'à présent, n'a pas dit si la fortune d'Aïda Ndiongue a été acquise de manière illicite. Est-ce qu'au Sénégal, quelqu'un ne doit pas être riche? C'est la question. Est-ce que Thomas ne doit pas être riche dans ce pays? Oui, Thomas a le droit d'être riche. Maintenant, le problème, c'est que, comme il l'a dit, Aïda Ndiongue a été envoyé en prison à cause de l'affaire du plan Diokhaya. Dans cette affaire du plan Diokhaya, des chiffres ont été avancés. Ça ne fait pas 47 milliards. C'est comme si vous allez aujourd'hui chez Mamgour, vous dites à Mamgour, vous avez volé 10 millions, vous allez chez Mamgour, vous trouvez là-bas 40 millions. Et vous voulez tout prendre. Vous l'avez accusé d'avoir pris 10 millions. Mais quand même, 10 millions, oui, prenez vos 10 millions. Mais ne prenez pas le reste, ça lui appartient. On parle même de prendre Sambou Biagui et Mame Gorgo. Il se pose notre problème, c'est qu'entre-temps, des responsables des banques en question ont affirmé que les montants n'étaient pas exacts. Certains journalistes se sont amusés à faire des calculs, par exemple, par rapport à la valeur des bijoux, affirmant que des bijoux qui valent effectivement la somme avancée, ça fait une tonne d'or, donc il faudrait bien les mettre quelque part. À ce niveau, justement, est-ce que on n'est pas en train d'essayer de donner quelque chose au public pour éviter que l'on ait l'impression que la traque des biens présumés mal acquis dans son ensemble est un échec? Oui, tout cela remet sur la table la manière dont cette fameuse traque a été gérée jusqu'ici. Parce que bon, tous les Sénégalais ont applaudi, vraiment, quand il s'est agi de dire qu'il fallait que les biens dilapidés, les biens volés, soient restitués au peuple. Parce que nous, on en a besoin, parce qu'il y a tellement de problèmes. Les gens ne vivotent, on en a besoin. Mais la manière dont cette traque se fait laisse à désirer. Je suis désolé de le dire. Bon, regardez-moi ce qui se passe. Depuis le début de cette traque, bon, on a vu quelques emprisonnements. Et puis, là, on parle beaucoup de l'emprisonnement de Karim Wade.
mais qu'est-ce que ça a donné? Jusqu'ici, parce que la justice, peut-être, le temps de la justice n'est pas le temps des politiques, n'est pas le temps du citoyen lambda comme nous autres. Mais nous, on a besoin d'être rassurés. Parce que la traque, c'est une entreprise de salubrité publique, saluée par tout le monde. Donc, il faut y mettre du sérieux. Parce que tout ça, ça va de tous les côtés. Bon, Aïda Ndiong, normalement, elle devait faire partie, normalement, des 8 personnalités qui ont été citées dès le début par Alioune Ndao, le procureur spécial. Mais elle n'en fait pas partie. Aujourd'hui, on vient pour dire que elle va vers la CREI. Demain, d'autres personnes peut-être pourraient aller vers la CREI. Et puis, ça pose un problème. Même les 8 personnalités qui ont été désignées par Alioune Ndao, par le procureur, mais seule une personne, deux personnes ont été emprisonnées. Oui. Il s'agit de Karim Wade et du directeur du cadastre. Et Taïbou Ndiaye, il a été emprisonné. Il avait donné une caution, une médiation pénale. Il y avait le flou total. On est revenu pour le mettre en prison. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Il y avait du flou. Donc, ceux qui nous dirigent, s'ils veulent rassurer, ils n'ont qu'à mettre du sérieux dans tout cela. Parce qu'il y a du désordre total. Un jour, le porte-parole du gouvernement parle de médiation pénale. L'autre jour, c'est le Premier ministre qui le demande. Un autre jour, c'est le président lui-même qui revient à la charge pour dire qu'il y a des possibilités. Il faut appauvrir les riches. Lors de la rentrée des cours des tribunaux, on n'y comprend pas, on y perd notre Wolof ou bien notre latin. Donc je pense qu'il faut être sérieux. La traque, nous on applaudit. Parce que ceux qui ont volé l'argent, si quelqu'un a volé l'argent du peuple, il n'a qu'à le restituer. Parce qu'on en a besoin. Mais on n'emprisonne pas les gens comme ça, sans aucune preuve, sur des soupçons à la limite ubuesque. Ça, c'est pas du sérieux. Et puis, c'est le retour de bâton, on n'est pas très loin. Moi, ce que je regrette, c'est que dans cette affaire de traque des biens présumés mal acquis, que je salue, je pense que comme il a dit, il faudrait que tous ceux qui ont volé de l'argent restituent cet argent-là. C'est pour les Sénégalais. Encore faut-il prouver qu'ils ont volé. Justement. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que on a l'impression qu'on est dans un pays qui sort de guerre, où il y a un clan qui se bat contre l'autre avec un règlement de compte. Je pense qu'aujourd'hui, Macky Sall n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, pour prouver cela, qui est la dame de fer? La dame de fer, c'est l'actuel Premier ministre qui a été à la justice, qui était ministre de la Justice. Aujourd'hui, elle s'est tellement prononcée sur la question qu'on a pensé que c'est elle qui est, qui est vraiment le juge. Or, elle, peut-être, elle ne peut que donner des éléments au procureur de la République, mais elle ne peut pas être juge. Mais aujourd'hui, on l'appelle dame de fer parce que elle s'est beaucoup battue dans cette affaire-là, en allant même jusqu'au ministère de la fonction publique ou le ministère des Finances pour verser de l'argent, pour dire que ça provient des sommes recouvrées. Pour moi, c'est vraiment un problème. Parce que tout simplement, les ministres de la Justice s'immiscent dans des dossiers qui, à mon avis, ne devraient pas l'être. La preuve avec cette affaire Aïda Ndiong, c'est Abdou Latif Coulibaly, c'est vrai, c'est le porte-parole du gouvernement. Pourquoi il parle à la place du ministre de la Justice? Pour dédouaner le procureur de la République face en tout cas, à la révolte suscitée par sa sortie. Pourquoi le ministre de la Justice n'a pas parlé et que c'est Abdou Latif Coulibaly qui parle? Et c'est parce que Abdou Latif Coulibaly maîtrise mieux la question politique que l'actuel ministre de la Justice. Voilà autant de questions qui montrent aujourd'hui que dans cette affaire, il y a une petite manipulation politique dans cette affaire des biens mal acquis. Et comme a dit Mamgour, je pense que c'est salué par tout le monde, mais il faudrait que ça se passe d'une manière vraiment très claire, transparente, et que ça ne soit pas vraiment le gâteau des Sénégalais. Aujourd'hui, chaque jour, si on se réveille... C'est le feuilleton. C'est le feuilleton, c'est la justice. Aujourd'hui, la seule chose qui marche aujourd'hui au Sénégal, c'est la justice. Allez-y au tribunal. C'est rempli tous les jours. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On n'est pas un pays en guerre. On est un pays démocratique où toutes les choses se passent d'une manière
transparente en toi, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais c'est le contraire qu'on voit en tout cas dans cette affaire de traque de biens présumés mal acquis, et c'est regrettable. Est-ce qu'il y a un problème de casting? Parce que certains membres du PDS, assez souvent quand ils attaquent le parti au pouvoir, l'APR, ils disent qu'il y a une erreur de casting dès le départ. Alors, quand on suit justement les sorties des uns et des autres, est-ce qu'il y a réellement un problème de casting ou c'est délibéré? C'est-à-dire chacun veut, si l'on peut dire, essayer de plaire au 4e président de la République et donc fait des sorties pour s'illustrer. Ou au 5e président de la République. Ou au futur 5e président de la République. Parce qu'on a l'impression, si on ne répond pas à sa place, il va répondre, mais on a l'impression qu'il y a déjà des gens qui travaillent pour la succession de Macky Sall. C'est ça que je comprends moi. Parce que, à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Macky Sall, le président, n'a pas besoin de ça. Il a besoin parce que les Sénégalais l'ont élu véritablement pour régler le problème des Sénégalais qui sont fatigués. Il ne peut pas être sur ce champ-là et que de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe et d'une manière extraordinaire. Et je pense qu'il n'en a pas besoin. Et ça a l'occasion pour moi de dire, par exemple, à quoi joue sa communication. Est-ce qu'il y a deux communicants dans cet État? Des communicants du président et des communicants des proches du président de la République. Donc c'est à revoir. On a l'impression que des gens travaillent déjà pour la succession de Macky Sall et des gens qui sont dans le pouvoir. C'est ça mon problème. Oui. Je pense que tout cela, si on en arrive aujourd'hui à parler de problèmes de casting, bon, l'opposition est dans son bon droit. Et puis c'est valable. Je pense qu'il faut, cela veut dire qu'il faut remettre la République au cœur des affaires. Il faut remettre le pays, comme ils le disent au niveau de l'Alliance pour la République. La patrie. C'est ça, ils le disent, ils le clament, mais dans les faits, bon, on voit autre chose. Bon, donc il faut remettre la République au cœur des affaires. Il faut remettre le Sénégal au cœur des affaires. Si on remet le Sénégal, si le président, parce que le président c'est un président qui doit être normalement en principe un président de rupture, parce que les Sénégalais ont connu une certaine manière de gérer le pouvoir. Ils ont dit non, ils l'ont montré de manière très disciplinée le 25 mars 2012, dans la plus grande citoyenneté. Donc ils sont venus, ils n'ont pas élu un homme parce que c'était le Messie, c'était quelqu'un qui pourrait régler tous les problèmes, mais ils ont élu un homme parce qu'ils s'attendaient de lui qu'il fasse des efforts, qu'il pose des actes de rupture, et puis pour que les Sénégalais avancent. Parce qu'on ne peut pas d'un coup de baguette magique changer les choses, mais il faut un peu de la volonté. Mais ce qui se passe, bon, c'est dommage. Avec l'ancien Premier ministre aussi, il y a des gens qui étaient derrière, qui tiraient de partout. On disait, parce que c'est la politique, quoi. La politique, cette politisation à outrance de l'espace public. C'est-à-dire l'opposition se trouve dans le pouvoir. Cette politisation à outrance de l'espace public, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange même pas le président qu'ils sont censés défendre ou bien protéger. Parce que, écoutez ce qui se passe. On vient de changer de Premier ministre. Bon, il y a aussi des coups venus partout pour dire que bon, il faut à nouveau changer. Le nouveau comme si ils ne voient que leurs petits intérêts, ils ne font que de petites querelles qui n'intéressent personne. Les Sénégalais ont d'autres préoccupations que de changer des ministres des premiers ministres ou bien des remaniements à n'en plus finir. Les Sénégalais sont préoccupés par les difficultés quotidiennes, par le mal-vivre est généralisé. Bon, il y a des actes qui sont en train d'être faits. Bon, mais c'est très peu par rapport à l'attente des Sénégalais. Je pense qu'il faut que les gens, les acteurs politiques, bon, ceux du pouvoir, parce que c'est eux qui sont les maîtres du jeu, comme ils aiment le dire, mais il faut qu'ils essaient de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'ils ne peuvent pas passer tout leur temps à faire de la politique politicienne. Bon, maintenant, il parlait de la patrie avant le parti, mais on voit autre chose et ce n'est pas normal. Donc, il faut que le président lui-même siffle la fin de la récréation, s'il peut le faire. Bon, s'il peut le faire, il n'a qu'à le faire. Il est appelé à le faire. C'est ça. En tout cas, comme vous l'avez dit, il est appelé à le faire. Il est aujourd'hui obligé de siffler la récréation. Mais malheureusement, des fois, on en doute, quoi. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai. Mais je pense aujourd'hui, la situation du pays
fait que Macky Sall lui-même, il est obligé, comme il a dit, de siffler la récréation pour remettre les choses à sa place. D'abord, dans son parti, la paix, mais aussi avec ses compagnons. Soit il va avec ses compagnons d'une manière loyale, ou alors, voilà, il se sépare d'eux et gérer ce pays. Ou alors, dans son parti, il y a des gens qui veulent qu'il travaille et qui mettent de côté la question politique, parce qu'on a l'impression que voilà, c'est un entourage où les plus forts, c'est la loi de la jungle, où les plus forts mangent les plus petits. J'entends des fois même certains responsables du parti dire que ceux qui ont la base veulent réorganiser le parti, mais ceux qui n'ont pas la base et qui entourent le président ne veulent pas cette réorganisation puisqu'ils risquent de perdre leur place. Et c'est cela qui est arrivé au président de la République. Aujourd'hui, s'il ne réagit pas, bientôt ce sera la présidentielle. Et n'importe qui n'est pas Abdoulaye Wade. C'est un fin politicien différent de Macky Sall. Aujourd'hui, ça veut dire que s'il ne prend pas... le présidentiel n'est pas un fin politicien? Non, c'est mon avis. Ce n'est pas un fin politicien. Parce qu'un fin politicien, il y a des choses comme cela, on ne laisserait pas passer. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en écoutant juste les médias, en lisant les médias, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et que lui seul pouvait régler cela. Et il est appelé à le régler. Mais malheureusement, il y a toujours des lacunes. Nous allons un tout petit peu avancer avant de sortir justement de cette première partie, de ce premier bloc de thèmes consacré à ce qui est considéré comme la traque des biens présumés mal acquis. Nous allons justement écouter deux regards sur cette médiation pénale qui pourrait constituer une porte de sortie, si l'on peut dire, par rapport à cette traque des biens présumés mal acquis. Nous allons entendre tout d'abord le ministre chargé de la bonne gouvernance, Abdou Latif Coulibaly, juste après l'avis que porte, le regard que porte sur la médiation pénale les membres de la formation Youn Ouaskanoui. Magnéto. Le président de la République n'a jamais proposé la médiation pénale. Le président de la République, j'étais présent quand il a expliqué, ça fait partie des mécanismes par lesquels l'État du Sénégal peut recouvrer les biens. Ce n'est pas un mécanisme prioritaire sur d'autres, c'est un mécanisme. Et il a insisté là-dessus. Par contre, dire aujourd'hui que l'État du Sénégal est en train de négocier, ce n'est pas comprendre les mécanismes de la médiation pénale. Quand une personne est déjà inculpée et en phase d'être traduite devant une juridiction, la médiation pénale ne peut plus prospérer. Elle ne peut prospérer qu'après la condamnation de cette personne, notamment sur la façon de restituer le patrimoine qui a été spolié à la nation. Que ce soit les marabouts ou des dirigeants d'associations de défense des droits humains, ils s'inquiètent souvent, mais parce que c'est des personnalités, c'est des Karim Wade ou je ne sais pas d'autres qui ont un nom. Mais est-ce qu'on peut s'interroger sur ceux qui n'ont pas de nom, ces gens anonymes, qui ont faim, qui ont soif, qui ont volé un poulet et qui se retrouvent en prison pendant des années et des années? Ce n'est pas acceptable. Et c'est pour déplorer également la médiation pénale qu'il considère comme un encouragement aux détourneurs présumés de milliards. Donc on ne peut pas, pour nous, tolérer que quelqu'un qui a bouffé, disons, 50 milliards, accepte de dire, moi je vais rendre peut-être 30 milliards, on accepte, et le reste passe dans sa poche, passe à la trappe. Ça, c'est un encouragement au vol. Malheureusement, il y a certains qui le pensent. Bon, pourquoi malheureusement? Parce que ce n'est pas... Bon, ça c'est... Ok. Mme Gorgo, voilà, nous sortons donc de ce magnéto. Nous avons entendu Abdou Latif Coulibaly et puis l'avis des membres du mouvement Youn Ouaskanoui. Mme Gorgo, est-ce que la médiation pénale peut constituer une porte de sortie? Quel est le problème? Un, deux, trois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1,
Ok. Voilà, nous sortons de ce magnéto. Nous avons entendu successivement Abdou Latif Coulibaly, ministre de la Bonne Gouvernance, et également des membres du mouvement Yonou Askan Wi. Mangor Ngom, est-ce que cette médiation pénale peut constituer une porte de sortie par rapport à ce que certains observateurs qualifient de guépier, c'est-à-dire la traque des biens présumés mal acquis? Bon, malheureusement, il y a certains qui le pensent, surtout des gens du pouvoir, parce que l'idée est agitée. Et je pense que ce n'est pas une vue de l'esprit ou bien une création des journalistes. Si on parle de médiation pénale, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a des personnalités très influentes dans la République qui ont eu à agiter cette idée. Bon, c'était depuis très longtemps. Les gens ont démenti, il y avait tout un débat autour de ça. Aujourd'hui, ça revient. Et le président a parlé, même s'il n'a pas dit médiation pénale, il n'a pas prononcé le mot médiation pénale, mais il a dit qu'il y a des mécanismes autres que la prison qui pourraient être utilisés pour sanctionner les fautifs. Je pense que les Sénégalais, le principe même de cette traque au bien mal acquis, refuse toute médiation pénale. Toute médiation pénale qui signifierait toute compromission. Parce qu'on ne peut pas faire des compromissions sur le dos des Sénégalais. Je pense que c'est avant la récupération des biens publics et autres, c'est une question éthique. C'est une question éthique. Quelqu'un a volé, il faut le sanctionner. Quelqu'un mérite d'aller en prison, il faut qu'il aille en prison. Et puis, il faut qu'il y reste le temps nécessaire, après il va sortir. Parce que tout le monde peut être fautif. Eux, ils ont mangé ce qui... Bon, on les accuse en tout cas on les accuse d'avoir mangé avec les deux mains, d'avoir utilisé les biens publics de manière pas du tout normale. Bon, on doit les juger, on doit le prouver. On doit les juger. S'ils sont coupables, on les sanctionne. Si on peut récupérer l'argent, on récupère l'argent, mais il faut qu'ils croupissent en prison comme le font d'autres personnes. Parce que nous tous sommes des Sénégalais. Il n'y a pas de Sénégalais de seconde jaune ou bien de Sénégalais supérieurs à un autre Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais. On veut instituer une autre manière de gérer la République. C'est ce qu'ils clament. C'est ce qu'ils chantent tous les jours. Donc il faut que ça change véritablement. Oui, il faut que ça change véritablement. Parce que les compromissions, ça ne pourrait pas faire changer les choses. Donc il faut du sérieux. Il faut que les fautifs paient. Et puis, les vaches seront bien gardées. Sambou Biagui, quelle porte de sortie? Parce qu'aujourd'hui, l'une des critiques faites à la traque des biens présumés mal acquis, c'est qu'on a celui qu'on appelle le détenu le plus célèbre du pays qui est dans une situation assez floue et depuis un bout de temps déjà. Et selon en tout cas les membres du PDS et les proches du PDS, on n'arrive toujours pas à lui reprocher quelque chose. Donc, quelle porte de sortie aujourd'hui dans cette traque des biens présumés mal acquis? La médiation pénale ou autre chose? Oui, la médiation pénale, oui, mais universelle. Universelle, c'est-à-dire étendue à tout le monde, même celui qui a volé le coq, qui est en prison, médiation pénale. Pour un coq, c'est quand même un peu difficile. Oui, ce n'est pas difficile. Quelle partie du coq vous devez rendre? La cuisse ou l'aile? Non, s'il a le coq qui est encore là, il faut toujours rembourser le coq et puis on le libère. Si tel est le cas, oui, pour tout le monde, universel, oui. Par exemple, à Karim, qu'il a volé et qui rembourse son argent et on le laisse. Et les autres qui sont en prison. Voilà, on ne peut pas... Je suis d'accord pour la médiation, mais pour tout le monde. Parce que moi, je pense que procéder avec ce procédé-là, c'est-à-dire si vous avez volé 50 millions, vous allez rendre 40 millions et les 10 millions d'autres gardes, c'est encourager tout le monde à se servir. À se servir. Et demain, pourquoi pas moi,
je me sers de l'argent. Le jour où ils vont... Si vous êtes pris? Voilà, si je suis pris, je rembourse une partie, le reste je garde, surtout si je sais que... Et puis tout cela pose un problème de communication. Hein. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Bon, la médiation pénale, peut-être c'est nous autres, on parle, bon, des fois on ne comprend même pas ce qui est à l'intérieur de tout cela. Mais c'est au pouvoir, au gouvernement, d'expliquer les choses clairement. Et puis, s'il y avait des explications très claires, et puis Abdoulatif Coulibaly le dit, mais le juridisme là, ça n'intéresse pas grand monde. Entre les juridiques, déjà, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Donc, il faut bien s'informer avant d'informer. Donc, je pense qu'il faut des explications très claires pour lever toutes les équivoques. Parce qu'avec ce rythme, on risque d'aller directement droit au mur. Et ce qui est dommage, parce que depuis presque 2 ans, on ne parle que de traque au bien mal acquis. Et puis, qu'est-ce que ça a donné? Mais on pensait qu'avec les 4 000 milliards qu'on avait annoncés, que c'était dilapidé. Bon, on pensait que jusqu'ici, on aurait pu changer les choses, voir le quotidien des Sénégalais s'améliorer. Mais jusqu'ici, on attend la traque 2 ans, bientôt 5 ans. Qu'est-ce que ça va donner? Et puis, il faut que cela cesse. Il faut qu'ils essaient de dire ceux qui sont en prison et qui n'ont rien fait, il faut les juger très rapidement. Parce qu'on ne peut pas aussi rester éternellement pour chercher des preuves partout dans le monde. Et puis, qu'est-ce que cela coûte aux contribuables sénégalais? Les voyages là, mais ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent du contribuable sénégalais. Et jusqu'ici, les gens n'ont rien vu. Donc, il faut qu'ils prennent des décisions sérieuses, qu'ils fassent rapidement, quoi. Et ce qui est grave, et si après tous ces voyages, et qu'on dise, voilà, on n'a rien retrouvé, c'est l'argent du contribuable sénégalais qui a été dépensé, beaucoup de millions, même des milliards, pour faire des voyages, aller rechercher de l'argent. C'est l'argent du contribuable sénégalais qui est allé dans la poubelle, excusez-moi du terme, mais c'est cela. Ça veut dire que, comme il a dit, je pense que qu'on dise voilà, qu'il est poursuivi pour telle somme et que jusqu'à présent, il n'y a rien de concret autour de la question. Même les Sénégalais sont aujourd'hui étonnés d'entendre la traque des biens supposément acquis. Tout le monde était content au départ. Mais aujourd'hui, vous demandez... Il y a un sentiment de lassitude. Voilà. Les Sénégalais ne comprennent plus. Parce que, comme il avait dit au début, 8 dossiers étaient agités. Il n'y a que 2 dossiers. Ça veut dire qu'il reste encore combien? 6. Les 2 dossiers ont fait presque 2 ans. Les 6 vont faire combien d'années? Ça veut dire que d'ici presque 10 ans, on n'aura pas fini la traque des biens mal acquis. Alors qu'on a besoin de l'argent. Si véritablement il y a de l'argent, on a besoin de l'argent. C'est pourquoi je dis, je suis d'accord pour la médiation pénale, mais que ça soit universel. Si on accepte aussi que ceux qui ont volé de l'argent et qui acceptent qui effectivement ont volé de l'argent, qui remboursent tout l'argent, pas une petite somme, pas une partie. Parce que c'est bien l'autre problème qui est souvent agité par rapport à la médiation pénale, c'est le pourcentage. On dit il y a une espèce de partage du butin là. Certains, alors on dit est-ce que ce sera 50, est-ce que ce sera 80%? Non, ça fait débat déjà. Oui, c'est le principe qui fait débat. Ce n'est même pas éthique comme je le dis. Bon, il faut respecter les Sénégalais quand même. Ceux qui ont volé. Si on a volé, on doit rembourser intégralement. Parce qu'on reconnaît qu'ils ont vraiment volé. Il y a on a confiance en la justice sénégalaise. Bon, malgré tout, ceux qui ont volé, s'il est établi qu'ils ont bien volé, ils n'ont qu'à restituer l'argent. Et puis, s'ils doivent aller en prison, ils vont en prison. Sans état d'âme. Parce que, aussi, c'est ça la justice, elle est impersonnelle. On ne peut pas avoir une justice à deux poids, deux mesures. Je pense que ça c'est pas sérieux. Parce que, comme on le dit, le principe, c'était de nettoyer les écuries d'Augias, comme on dit, de refaire tout, de mettre le pays sur les rails. Bon, c'était le principe de départ, c'était le postulat de départ. C'était de refaire tout et puis on avait dit qu'il y avait une crise morale, il y avait une crise éthique et je ne sais quoi. Donc le principe c'est que ce n'est pas l'argent en soi, mais c'est de remettre les Sénégalais au travail et de travailler pour gagner leur argent par la sueur de leur front, mais pas par des détours, par des petites magouilles pour avoir beaucoup d'argent. Ça doit être terminé.
bon, les gens, ceux qui méritent d'avoir des milliards, qui ont travaillé et qui ont des milliards, c'est bon, ils travaillent, ils gagnent de l'argent et puis ils font travailler des gens. Ceux qui ont volé l'argent du pays, s'il est reconnu que franchement ils ont volé l'argent du pays, ils n'ont qu'à le restituer. Mais les questions de médiation pénale, même si on nous donnait beaucoup d'argent, c'est le principe qui n'est pas bon. Le principe de médiation pénale, partage du butin, pour quelqu'un, pour un voleur, ça c'est lui faire beaucoup de plaisir. De faire plaisir aux recouvreurs. Ah, c'est ça. Des deux côtés. Des deux côtés, c'est de faire plaisir aux ce serait même contradictoire parce que le pouvoir actuel, bon, ils ont quand même mis sur place des mécanismes. Ils sont en train de mettre sur place des mécanismes OFNAC. Ils ont entré, bon, l'autre fois j'ai entendu qu'ils sont en train de déclaration de patrimoine. Ça, c'est de belles initiatives. Et puis ils ont renforcé l'IGE qui était ici. Ils veulent renforcer la Cour des comptes. Ces mécanismes, il faut les renforcer. On ne peut pas faire ça. Et le président lui-même dit que tout ce qui... L'OFNAC, c'est pour les gens qui gèrent actuellement. Donc, on ne peut pas faire ces proclamations, aller dans ce sens et parler de médiation pénale pour faire des compromissions qui seraient dommages pour le peuple. Je pense que c'est ça. Ce serait dommage pour le peuple, pour l'éthique et pour la République. Cela est dit. Nous allons peut-être un tout petit peu avancer sur ces questions. Tout d'abord en citant Serigne Bakendia, le porte-parole de Maître Abdoulaye Wade, à propos de la médiation pénale. En tout cas, Serigne Bakendia et d'autres membres du Parti démocratique sénégalais affirmaient notamment, ce n'est pas d'ailleurs de Serigne Bakendia, mais bien de Mohamedou Lamine Massali, qui disait toute personne qui accepterait la médiation pénale, pour lui, ce serait à la limite une incitation à quitter le PDS parce que c'est grave. Donc, on va sortir carrément de cet aspect médiation pénale et parler de la situation au sein du parti d'Idrissa Seck, le parti Réumi, qui connaît une véritable saignée, disent certains. Sambou Biagui, pour dire les choses, pour poser la question peut-être un peu crûment, est-ce le leader de ce parti qui est aussi insupportable que cela, ou il y a des manœuvres politiques pour déstabiliser un potentiel challenger? Oui, c'est peut-être ça, mais ça me donne un peu le Parti démocratique sénégalais à la veille de 2000, à la veille de l'alternance, où pratiquement tous les supposés leaders du Parti démocratique avaient été débauchés par le Parti socialiste, et on connaît la suite. Le Parti socialiste est tombé, malgré que, en son temps, Abdou Diouf avait pratiquement pris la crème du PDS, notamment Ousmane Gom, Iba Der Thiam, entre autres, qui sont partis qui sont allés au Parti socialiste, dans le pouvoir. Ça me donne un peu cette configuration au sein de Réumi, de Idrissa Seck. Parce que quoi qu'on dise, je pense qu'aujourd'hui, la première opposition à Macky Sall, c'est Idrissa Seck. Qu'on le veuille ou non. Qu'on l'aime ou non, c'est aujourd'hui... Vous n'êtes pas de ceux qui considèrent qu'il est fini? Non, du tout. Je pense, c'est mon humble avis, je pense que c'est la personne, aujourd'hui, où c'est le parti qui peut-être demain pourrait faire mal à l'actuel pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, politiquement parlant, le PS risquerait de subir, si ça ne marche pas, de subir les conséquences de la gestion du pouvoir, tout comme l'AFP, qui sont aujourd'hui les grands partis du Sénégal. Et derrière ce parti, derrière ces partis-là, il n'y a que le Réumi. Le PDS est là, mais il y a un problème de configuration au sein du Parti démocratique sénégalais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que Réumi qui est placé véritablement comme parti d'opposition, et qui pourrait véritablement faire mal à l'actuel pouvoir, à Benno Bokk Yakaar ou à l'Alliance pour la République. L'autre fait, c'est que moi, toutes les personnes qui quittent aujourd'hui le Réumi, je ne vois pas de base derrière eux. Je parle de Nafingom, la notaire, à Kaolack, Nafissatou Diop, voilà, Diop Cissé, qui était plutôt considéré comme une notaire à Idrissa Seck, mais pas un responsable politique. C'est cette année qu'on a compris exactement qu'elle est responsable politique, avec la configuration au sein du Réumi, après le départ de Thiongane. Après, il y a eu Youssou Diagne. Youssou Diagne, c'est vrai, il fut ancien président de l'Assemblée nationale, propulsé par Idrissa Seck, faut-il le rappeler. C'était le premier président de l'Assemblée nationale après l'alternance.
il a été propulsé par Idriss Seck. Mais aujourd'hui, est-ce que celui-là, il a une base qui lui permet aujourd'hui de rester au sein de Rewmi à voir ce qu'il veut? Après, il y a eu Thiongane qui était plutôt communicant et non responsable politique. La seule personne peut-être aujourd'hui qui peut se targuer d'avoir une base et qui pourrait faire mal à Idriss Seck, c'est Wali Fall, c'est l'ancien directeur du FNPJ. Donc pour moi, les gens qui sont en train de quitter Idriss Seck, politiquement, d'une manière communicationnelle, ça peut faire mal au Rewmi, mais aussi, ce n'est pas une manière de se débarrasser de coquilles vides. Ça peut l'être. Parce que quand même, quoi qu'on dise, Idriss Seck est enfin politicien. C'est un bon communicant. Donc, quelqu'un qui peut encore faire très mal, en tout cas... lors des prochaines élections. Mame Ngor Ngom, ces départs justement du parti Rewmi, est-ce qu'effectivement les personnes qui partent n'ont aucune base par rapport à votre lecture? Et est-ce que vraiment ce parti peut encore peser quelque chose dans la balance électorale? Je pense que sur la question, j'ai deux lectures sur cette question. Bon, ceux qui partent, ils ont une base ou ils n'ont pas de base. Bon, les hommes politiques... Dans tous les partis, quand vous partez, on dit que vous n'avez pas de base. Les politiciens, ils disent qu'il faut additionner au lieu de soustraire. C'est ça, ils disent que c'est mieux vaut additionner au lieu de soustraire. Bon, donc, toute personne en soi peut être utile, quoi. Bon, même si la base aussi, c'est indéniable en politique. Bon, mais je pense qu'Idriss Seck lui-même, enfin politicien, parce qu'il n'est pas, c'est un homme politique, il a de l'expérience politique, il savait pertinemment qu'il allait recevoir les coups de boutoir de l'actuel régime. Parce qu'il a posé des actes au moment où ce n'était pas évident. C'était le premier anniversaire de la nouvelle alternance. Il avait éclipsé même Benno Bokk Yakaar et le président, y compris le président Macky Sall. Il avait fait un discours pour dire que Rewmi doxul, le pays ne marche pas. Donc il fallait s'attendre à des coups de boutoir parce que ceux du pouvoir, ils ont les moyens, ils ont assez de moyens pour débaucher. C'est de bonne guerre donc que des gens quittent Rewmi pour aller ailleurs. Mais si la saignée se poursuit aussi, ça peut être dommage pour lui. Ça peut être dommage pour lui et ça peut être dommage même pour la démocratie. Bon, ça peut être dommage pour lui parce que il faut quand même une opposition dans ce pays. Bon, le PDS, ils ne sont pas encore prêts. Je pense qu'ils ont assez de problèmes pour s'opposer. Idriss Seck, il avait voulu entrer dans cette brèche pour être opposant. Mais lui aussi, il doit savoir qu'être opposant aussi ne signifie pas faire quelques déclarations, 2, 3, il communique bien, tout le monde applaudit, il occupe la presse, les médias durant une semaine, durant un mois, et puis il s'éclipse. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. Même ses collaborateurs, ils ne veulent même pas parler de là où il est. Je pense que ça aussi, ce n'est pas de la politique. Si on fait de la politique, on reste au Sénégal. Bon, Wade le faisait, il partait en France, après il revenait. Bon, c'était une stratégie, mais je pense que c'est une stratégie qui n'est pas toujours payante. Donc Idriss Seck, il veut s'ériger en leader de l'opposition. Cela va de soi. Macky Sall lui-même, dans son entretien avec TV5, il a dit qu'il reconnaît que c'est un opposant, c'est un adversaire de taille, Idriss Seck. Donc il doit s'attendre à des coups de boutoir, mais il doit aussi revenir au pays ou bien communiquer pour mieux gérer son parti. Parce que ces absences, je pense, ces absences peuvent des fois lui poser beaucoup de problèmes. Je pense que beaucoup ne s'en souviennent pas, mais Idriss Seck était absent le 23 juin. Le 23 juin, alors que toute la classe politique, tous les Sénégalais étaient devant l'Assemblée nationale, Idriss Seck n'était pas là-bas. Donc cette absence-là a beaucoup joué lors de la présidentielle de 2012. Parce que les gens étaient là-bas. Ce n'était pas que les hommes politiques qui étaient là-bas. Il y avait les Sénégalais lambda, il y avait le boutiquier du coin, il y avait des personnes anonymes qui étaient là-bas, qui ont fait cette révolution. Mais comme les hommes politiques, ils sont opportunistes, ils étaient là-bas aussi. Et puis ils disent que moi, j'étais là-bas. Même s'ils ne sont pas les seuls à faire l'histoire. L'histoire, ce qu'ils avaient fait, c'était les gens anonymes
J'avais rencontré mon ami là-bas, et il y avait d'autres personnes, il y avait même des journalistes qui étaient là-bas, qui avaient rangé tous les dictaphones et autres pour chanter, danser, qui étaient en tant que citoyens. Mais les hommes politiques étaient là-bas. Je pense que pour un homme politique, il faut être présent. Mais on ne peut pas être à l'étranger, on ne peut pas s'éclipser durant 2 mois, 3 mois, sans qu'on t'entende. Bon, tu deviens une proie facile pour le régime. Des fois, même, je ne sais pas, on le dit, mais même les gens qui sont de son parti, ils essaient de le joindre, mais il est injoignable. C'est en tout cas ce que certains ont dit par voie de presse. C'est ce que certains disent par voie de presse. Donc ça, ce n'est pas intéressant. Lui, il veut s'ériger en leader de l'opposition. Bon, nous, on n'a pas de... Bon, il n'est pas notre leader, mais pour la démocratie, il doit rester et animer le débat, poser des actes comme il sait le faire, sinon il sera victime de débauchage par-ci, par-là. Et puis, bon, on annonce d'autres départs. Bon, il y a Wali Fall, il y a des gens de moyenne envergure, bon, peut-être, mais d'autres vont partir. Parce que n'oublions pas que Pape Diouf, il est parti. Il est parti. C'est le divorce. Absolument. Omar Gueye, il est parti. Je pense que ça, c'est de gros calibre. Bon, on peut dire, il y a beaucoup de commentaires, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est de gros calibre. Idriss Seck les considérait comme tels, parce qu'il les a mis, qu'il leur a donné des responsabilités au niveau du parti, et quand il s'agissait de gérer le pays, il leur avait donné des responsabilités. Donc ça, ce sont de gros calibres. Donc Idriss Seck, lui, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même s'il n'arrive pas à jouer pleinement son rôle de leader de l'opposition, il peut le faire. Alors, nous allons passer dans la troisième partie, si l'on peut dire, de ce débat, en contemplant un tout petit peu un panorama de la semaine sur le front social. Et nous allons d'ailleurs un tout petit peu sortir de cette émission sur la petite note désagréable sportive, mais bon, on en parlera bien après. Pour l'instant, ce magnéto relatif notamment à l'appel à la marche jusqu'aux grilles du palais présidentiel le 29 janvier, appel lancé par les membres du QSEMS. Nous entendrons également les précisions du ministre de la fonction publique Mansour Sy. Nous suivrons également la colère des étudiants qui continuent de demeurer sur le qui-vive malgré l'annonce de la signature d'un protocole d'accord validant la réforme universitaire. Magnéto. Le mercredi 22 janvier 2014, le QSEMS observe une grève totale. Mais également, le QSEMS va déposer une plainte. Le QSEMS va également déposer une demande d'autorisation parce que nous comptons organiser une marche qui partira de la direction générale de la Poste devant la présidence de la République. Un combat pour faire face aux préjudices subis avec l'audit de la fonction publique et le non-respect des accords signés par le gouvernement. Tous les agents de l'État audités par la commission d'audit physique et biométrique et qui sont en règle ont perçu leur salaire. Assurance du ministre de la fonction publique, Mansour Sy. Des ressources humaines. Vous savez que l'audit n'a pas pour objectif de débusquer des agents physiques. L'audit a pour objectif d'avoir un nouvel outil de gestion moderne. Il n'existe pas un seul agent de l'État qui ait fourni ses justificatifs et qui n'ait pas reçu son salaire. Demandez-leur s'ils ont un cas qu'ils le donnent. Ce que j'ai entendu, c'est peut-être des salaires de contractuels. Et les cas des contractuels ne sont pas gérés par le ministère de la fonction publique, c'est des cas qui sont gérés par les ministères utilisateurs, soit la santé ou bien le ministère de l'Éducation nationale. Vous savez, le panier jaune, c'est d'abord les agents qu'on n'a jamais vus. Ils font un peu plus de 9000 agents qui ne se sont présentés à aucune étape du processus. On ne dit pas que ce sont des agents fictifs, mais ce sont des agents qui sont introuvables. On ne les a pas trouvés. Donc il fallait inventer un mécanisme pour qu'ils viennent, un mécanisme qui respecte les dispositions réglementaires en vigueur. Ça veut dire que leur salaire est régulièrement payé. Vous savez que c'est le Trésor public qui paye tous les salaires des agents de l'État. Donc leur salaire se situe au niveau du Trésor public. Et on voulait quand même les obliger à venir. Au fait, je m'appelle Josué Sifas Luanga, je suis président des étudiants centrafricains au Sénégal. Je voudrais lancer un appel, c'est un cri d'alarme que je voudrais lancer à l'endroit des autorités du Sénégal concernant la situation que traversent les étudiants centrafricains au Sénégal. Comme vous le savez, depuis le déclenchement de la crise
qui secoue actuellement la République centrafricaine. Les étudiants centrafricains et résidents au Sénégal traversent une situation désespérée, une situation assez délicate. Vous savez, l'essentiel des ressources qui permettent aux étudiants centrafricains de vivre au Sénégal proviennent de la République centrafricaine. Or, aujourd'hui, les salaires ne sont plus réguliers, l'administration en Centrafrique ne fonctionne pas comme on peut le dire. Donc du coup, cela joue évidemment sur les étudiants centrafricains au Sénégal. Bon, nous n'avons pas entendu les étudiants de l'UCAD, mais effectivement, ils ont continué tout au long de la semaine de contester la réforme universitaire. Il y a également eu ce que l'on peut appeler la mésaventure d'Alger au championnat d'Afrique de handball. Alors, s'il y avait une nouvelle qui vous est restée à l'esprit en particulier, ce serait laquelle, Mamgor? Moi, je parlerai de l'audit biométrique de la fonction publique. Je pense que ça, c'est scandaleux. Parce qu'on ne peut pas dire, se lever un beau jour et couper des salaires. Ça, déjà, ce n'est pas du tout bien. On sait que tout le monde est d'accord sur le principe que ceux qui perçoivent des salaires de manière indue ne doivent pas le faire. Ça, c'est un principe. Mais un État aussi, s'il prend des mesures, s'il prend des initiatives, il doit les accompagner de mesures sérieuses pour éviter certains dégâts collatéraux. Imaginez des gens qui sont venus de très loin. Je pense à ce médecin, ce chirurgien, on m'a dit, qui est venu de Sédhiou pour venir régler son salaire coupé ici à Dakar. Et puis il va laisser ses patients là-bas. Peut-être c'est le seul chirurgien de la région. En général, dans la région, c'est le cas d'ailleurs. En général, c'est comme ça. Mais un État ne doit pas agir comme ça. On doit se préparer. Mais l'ADI, l'Agence de l'informatique de l'État, il y a des personnes, il y a des agents de renommée qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont sortis des écoles les plus prestigieuses, qui sont sortis des écoles les plus prestigieuses du Sénégal et d'Europe. Donc il doit faire un audit sans tous ces dégâts collatéraux. Imaginez, au début, on avait parlé de 12 000 agents fictifs. 12 000 agents fictifs pour des fonctionnaires les fonctionnaires au Sénégal, ça fait un peu plus de 120 000 fonctionnaires. Cela voudrait dire que 1 sur 10 agents est fictif. C'est ce qu'on avait dit au début. On avait parlé de 12 000 agents fictifs. Bon, on revient pour dire qu'il n'y a que 1000. Bon, nous, on a eu à faire une enquête, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas 12 000, mais c'était moins de 1500 agents fictifs. Donc ça, c'est à la limite scandaleux. Le salaire, c'est vital. Les gens, ils font tout avec leur salaire. Tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Et puis, on ne se lève pas un bon jour pour couper les salaires. Je pense que les gens, même les hommes politiques, les partis politiques et autres, ils n'ont pas eu cette capacité d'indignation devant ça. Ben, on dit que ce sont les enseignants, ils vont en grève et tout, mais ils sont dans leur bon droit quand leur salaire est coupé. Ça mérite une indignation totale. Ce n'est pas sérieux la manière dont cet audit a été mené. Alors, Sambou Biagui, une actualité de la semaine entre l'audit, la contestation estudiantine, le mot d'ordre du QCEMS, ou bien la débâcle, si l'on peut dire, des équipes nationales de hand à Alger? C'est plutôt deux sujets, deux actualités. C'est d'abord les étudiants qui protestent contre cette affaire de réforme universitaire prévoyant une augmentation des frais. Là aussi, il y a un problème de communication dont avait évoqué tout à l'heure Mamgor. C'est un problème de communication parce que il faudrait expliquer aux gens que la réforme, ce n'est pas tout simplement l'augmentation des frais d'inscription que je condamne moi personnellement. Je pense que quelqu'un qui quitte Tambacounda là-bas, il vient à l'université, il n'a pas où être et vous lui demandez d'augmenter ses frais d'inscription alors qu'il vient de la brousse, il n'y a pas eu de campagne arachidière, vous lui demandez de payer très cher, quand même, je pense que ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord vraiment pour l'augmentation des bourses, mais il fallait mieux communiquer dessus. Il fallait mieux communiquer. Je pense que nous sommes allés trop vite en besogne. Il n'y a pas eu de concertation. Le problème, c'est la concertation au Sénégal. Vous appelez des universitaires à réfléchir sur une question. Oui, c'est bon.
il faut tout le monde. Il faut associer la base. Il faut associer à la base. Il y a certains qui sont détachés des réalités du pays, qu'on est allé prendre ailleurs. Vous faites allusion au professeur Souleymane Bachir Diagne? Oui, si vous voulez. Vous lui demandez de réfléchir sur la réforme du scolaire au Sénégal. Il ne connaît pas les réalités du Sénégal. Il ne connaît pas qu'il y a quelqu'un qui se trouve d'abord dans la brousse et qui, pour avoir 5 000 francs par an, est obligé de vendre une chèvre, obligé de vendre un mouton. Il ne croit qu'à l'arachide après la vente. Il ne croit qu'à la récolte. Et vous lui demandez de payer 25 000, vous lui demandez de payer 50 000. Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Rapidement, la deuxième activité avant de sortir. C'est le handball et c'est très normal puisque je suis du handball. C'est d'abord féliciter, c'est normal, la place occupée pour les Lions. 8e, non, 6e. Ils sont 6e. La dernière CAN, ils étaient 5e. Ils sont aujourd'hui retombés à la 6e position, c'est-à-dire un rang de perdu. Mais les filles ont gagné des places extraordinaires parce que de la 8e place, elles sont aujourd'hui à la 5e place. Donc je pense que... Ouais, on a assez de terrain de handball. On a assez de terrain de handball. Oui, je pense que ça revient à la politique sportive. Je pense que l'État doit avoir une politique sportive. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le problème au Sénégal, c'est que... on n'a pas assez d'arènes, quoi. Oui, voilà, on n'a pas assez d'arènes. Mais le problème, c'est vous pensez dans un pays où on ne peut pas s'occuper d'une athlète, d'un Mam Diodio qui est parti défendre les couleurs du Sénégal. On ne peut pas s'occuper d'elle. Vous pensez que ce pays-là veut le sport? Non. Pour aider une athlète qui est allée défendre les couleurs du Sénégal au championnat d'Afrique, pour lui remettre un petit 3 millions, vous êtes obligé de faire une conférence de presse. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Nous ne sommes pas dans un pays qui veut développer le sport. 3 millions, ce n'est rien du tout dans un pays, dans un État qui veut aider un soldat qui est allé défendre ses couleurs. Remettez ces 3 millions d'une manière sobre, mais pas en conférence de presse pour remettre 3 millions. Je suis désolé, mais je pense que, voilà... on en a trop fait. On en a trop fait. Je pense qu'il faut arrêter. Le Sénégal a des ressources humaines pour défendre vaillamment le sport sénégalais et on est capable de le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas la manière parce qu'on n'a pas une politique sportive cohérente. C'est la comédie sénégalaise. C'est la comédie sénégalaise, voilà. Bon, ce sera donc le mot de la fin, c'est la comédie sénégalaise. En tout cas, merci à vous, Sambou Biagui. Vous avez plusieurs casquettes, journaliste, directeur de la chaîne sénégalaise, directeur de publication de dernièreminute.com. .sn. Voilà, dernièreminute.sn. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Mam Gor Ngom. Vous êtes rédacteur en chef du journal La Tribune, du groupe des médias. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous suivez... Je dis merci aussi à Mam Gor. Voilà. Vous suivez Actu en 7 sur Walfadjri. Merci à vous de nous avoir suivis. Agréable semaine à toutes et à tous.